Bonjour à tous. Donc, vous vous souvenez qu'à la fin du cours précédent, nous avions commencé à voir la structure du nucléosome. Nous avions vu ensuite la structure cristalline et nous avions insisté sur ces extensions, principalement N-terminales du corps du nucléosome, qui vont rentrer en contact avec l'ADN. Et nous avions commencé à passer en revue les nombreuses modifications post-traductionnelles qui peuvent avoir lieu sur ces chaînes latérales. Donc, je vous rappelle qu'elles sont extrêmement riches en résidus de lysine, sont représentées ici par un K. Et donc, comme vous le voyez, ces lysines non seulement sont très abondantes, mais en plus, elles sont souvent la cible d'une modification post-traductionnelle, l'acétylation, qui va changer profondément les propriétés physico-chimiques de ces chaînes latérales d'histone et qui va conduire à des modifications de l'association entre ce baril d'histone et l'ADN qui l'entoure. Nous avions également vu que cette modification post-traductionnelle, donc sur ces chaînes terminales, cette acétylation, était réglée par des histones acétyltransférases, donc qui vont faire passer de l'état non modifié à l'état acétylé, et réversée par des enzymes qui s'appellent des histones désacétylases. Et je vous avais signalé que dans le cadre des cancers, il existe de nombreuses mutations des gènes des histones acétyltransférases. Elles ont été décrites dans ces 3 dernières années. Et également qu'il y avait une implication des histones désacétylases dans la pathogénèse d'un certain nombre de leucémies, en particulier des leucémies aiguës myéloïdes, montrant donc que ce processus enzymatique est important pour la transformation cancéreuse et la physiologie cellulaire d'une manière générale. Alors, une illustration, par exemple, d'une protéine qui peut être mutée, qui est CBP, eh bien, CBP va agir sous forme de dimère et la mutation va empêcher le recrutement de cette protéine sur les gènes. Alors, nous avions terminé en parlant des inhibiteurs d'histone désacétylase, puisqu'on a affaire à des enzymes. Vous savez qu'il est relativement facile de bloquer la fonction des enzymes avec des petites molécules. Et effectivement, depuis une quinzaine d'années, un assez grand nombre d'inhibiteurs d'histone désacétylase ont été obtenus. Et à vrai dire, on s'attendait à ce qu'ils soient actifs dans les leucémies, en particulier dans les leucémies dans lesquelles on a un recrutement exagéré de ces histones désacétylases. Et puis en fait, en passant dans des modèles précliniques, puis des modèles cliniques, il n'en était rien. On a fini par trouver des indications à ces inhibiteurs d'histone désacétylase, mais qui n'étaient pas du tout les implications auxquelles on avait songé au début. C'est souvent le cas en pharmacologie expérimentale. Et aujourd'hui, ces composés sont utilisés dans le traitement de certains lymphomes cutanés. Et plus récemment, ils ont eu l'approbation mise sur le marché en complément avec des inhibiteurs de protéasome dans le traitement de certaines formes de myélome. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, et c'est encore une fois quelque chose qui va revenir de manière assez récurrente dans le cours, c'est qu'on fait parfois des médicaments avec une idée derrière la tête et on s'aperçoit finalement que c'est dans une indication complètement différente que ces médicaments finissent par être utiles. Et en l'occurrence, dans ces indications cliniques dans lesquelles ces médicaments sont utilisés aujourd'hui, en fait, on ne sait pas vraiment quelle est leur cible. On n'est pas du tout certain que leur cible soit effectivement l'acétylation des histones. Il pourrait s'agir d'autres process d'acétylation. Il y a de nombreuses protéines qui sont acétylées, y compris de nombreuses protéines qui régulent la transcription qui sont acétylées. Et donc, la cible exacte de ces événements d'acétylation qui vont être bloqués par ces molécules n'est pas connue. Alors passons maintenant à un deuxième type de modification, toujours sur les lysines de ces chaînes latérales. Je pense qu'il est temps que j'en change. Toujours sur les lysines de ces chaînes latérales d'histone, qui est la méthylation. Et vous voyez, donc on peut avoir 3 événements successifs de méthylation qui, là encore, vont changer profondément les propriétés physico-chimiques de ces chaînes latérales d'histone.
Et si on regarde les histones H3 et H4, vous voyez qu'on a un certain nombre, ici en bleu, de sites de lysine ou l'arginine qui peuvent être méthylés, et parfois d'ailleurs des sites qui sont communs avec des sites qui peuvent être acétylés, montrant tout de suite qu'il peut y avoir un phénomène de compétition entre ces deux modifications post-traductionnelles sur les mêmes résidus de lysine sur les chaînes latérales. Alors vous voyez aussi que ce sont des modifications d'une grande complexité. Vous voyez qu'il y a plusieurs sites possibles, aussi bien sur l'histone H3 que sur l'histone H4. Et d'une manière générale, et au moins sur les chaînes latérales des lysines 9 et 27, alors que la modification d'acétylation, comme on l'a vu, est plutôt une modification activatrice qui va conduire à une ouverture de la chromatine, à une activation des gènes, la méthylation est plutôt une modification inhibitrice qui va conduire à refermer la chromatine, à la mettre dans un état peu compétent pour la transcription, et donc va être une modification inhibitrice. Alors, comme tout à l'heure, ces modifications vont être effectuées par des complexes enzymatiques. Ces complexes enzymatiques, encore une fois, dans le cas de ces lysines particulières de l'histone H3, vont être faites par un complexe qui s'appelle polycombe, qui a été très étudié du fait de ses implications dans le développement de la drosophile. Et inversement, la déméthylation va être réalisée par un complexe qui s'appelle trithorax, lui aussi très étudié pour ses effets sur le développement de la drosophile, et de manière tout à fait remarquable et remarquablement similaire aussi à ce que nous avons vu pour l'acétylation. Les équivalents humains de trithorax ou polycombe ont été impliqués directement ou indirectement dans de très nombreux cancers humains, soit par leur mutation, soit par leur amplification, soit par leur recrutement anormal sur d'autres protéines. Donc encore une fois, les chaînes latérales des histones sont des cibles majeures pour non seulement l'acétylation, mais aussi pour la méthylation. Alors voilà un exemple un peu plus détaillé de la même chose qui vous montre donc la composition de certains de ces complexes et qui vous montre que ces complexes sont capables finalement de faire passer d'une chromatine ouverte avec une acétylation donc sur ces deux résidus de la chaîne latérale d'H3 à une chromatine au contraire compacte du fait de l'activité de ce complexe polycombe, et inversement le complexe trithorax va pouvoir au contraire effacer ces marques et faire repasser la chromatine dans un état propice à l'activation, et de très nombreux gènes comme UTX, MLL, Enhancer of Zest, de Jarid, les HDAC, encore une fois, vont être soit mutés, soit amplifiés dans de nombreux cancers humains, et on en découvre presque chaque jour. Alors on en découvre presque chaque jour parce qu'au fond, pour chacune de ces modifications, chacune des positions, on va avoir des complexes spécifiques, et voilà une liste non exhaustive, vous voyez des enzymes impliquées, soit comme acétyltransférase ou des acétylases, des histones méthyltransférases ou des histones déméthylases. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive, des kinases et des phosphatases également, et un très grand nombre de ces enzymes, encore une fois, ont été directement impliqués dans la pathogénèse des cancers humains, y compris dans certains cas, en particulier avec les translocations qui touchent les gènes MLL comme événement directement initiateur du processus de leucémogénèse. Alors, on ne va pas passer en revue toutes les modifications possibles des histones, mais je voulais tout de même vous signaler qu'il existe d'autres types de modifications. Donc, on a déjà parlé de l'acétylation, des méthylations sur les lysines ou sur les arginines. Il y a également une ubiquitination qui peut être possible, modification par un peptide relié à l'ubiquitine qui s'appelle SUMO, des phosphorylations, des glycosylations. Encore une fois, vous voyez que les positions sont variables et les effets sur la transcription sont également variables. Et je voudrais vous signaler par exemple que pour la méthylation des lysines, suivant la position, on peut avoir une répression comme on l'a mentionné, mais pour d'autres positions sur la chaîne latérale, on va au contraire avoir des modifications activatrices. Alors c'est un champ
un champ d'investigation qui est encore extrêmement actif. Les histones sont des protéines relativement abondantes, et donc avec les progrès de la spectrométrie de masse, on continue à découvrir des modifications rares sur les histones, et on cherche à comprendre quel rôle elles ont dans le contrôle de la transcription. Alors, nous allons maintenant parler d'une deuxième type de modification très important. On va voir probablement assez centrale dans le processus, au moins de leucémogénèse dans d'autres cancers, qui concerne les méthylations de l'ADN. Alors, l'ADN peut être méthylé sur des cytosines, comme vous le voyez ici, et cette méthylation de la cytosine va conduire à une marque tout à fait visible, vous voyez, à l'extérieur de l'ADN, marque qui va être une marque essentielle pour la détermination des interactions entre cet ADN et les protéines, et on va le voir pour l'ouverture ou la fermeture de ces gènes. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ce processus a en général lieu sur des dinucléotides CG. Alors pourquoi CG? Parce qu'il a l'avantage d'être symétrique, et donc on va pouvoir avoir la marque équivalente sur les deux brins. Et on décrit schématiquement deux types de méthyltransférase. La méthylation de novo, qui va survenir du fait d'un processus régulé, on verra lesquels tout à l'heure, donc qui est assuré par DNMT3A ou DNMT3B, et puis une méthylation de maintenance qui survient le plus souvent après la réplication de l'ADN, et qui va donc permettre après la réplication, de copier finalement la marque du brin parental sur le brin nouvellement répliqué, qui est assuré par une autre DNA méthyltransférase, DNMT1. Et ceci a probablement des liens avec la division asymétrique des cellules souches, et en particulier le fait qu'une cellule souche va pouvoir donner naissance à une cellule souche identique et une autre cellule différenciée. Il est assez probable que ce processus implique des marques de méthylation, et on verra dans un instant des exemples de ceci. Alors il existe là encore des relations complexes et qu'on ne va pas détailler entre les marques sur la chromatine et les marques sur l'ADN. Alors une des marques ici qui vous est représentée est un crosstalk qui existe entre la modification, la méthylation de l'histone H3. Vous vous rappelez que je vous ai dit il y a un instant que l'histone H3 sur sa lysine 9 pouvait être méthylée, que cette méthylation était une marque de répression, une marque répressive. Et donc on sait que cette méthylysine 9, H3, va pouvoir recruter une protéine qui s'appelle HP1, qui est une protéine très importante de l'hétérochromatine, donc de la chromatine refermée, répressive, et HP1 va pouvoir recruter des DNA méthyltransférases qui vont ensuite mettre ces marques de méthylation sur l'ADN, marques de méthylation qui vont assurer ensuite une répression profonde, stable et durable de ce gène. Donc, le processus de méthylation des cytosines fait appel à ces enzymes de type DNA méthyltransférase. Intéressons maintenant, nous, au processus inverse, qui est le processus d'effacement des marques de méthylées. Eh bien, ces effacements des marques méthylées, donc le passage de reverse de la 5-méthylcytosine à la cytosine, se fait par une opération assez complexe qui a été élucidée récemment, et opération dont on va voir qu'elle est absolument centrale dans le développement d'un certain nombre de tumeurs, puisqu'un grand nombre des partenaires enzymatiques ou protéiques vont être directement impliqués dans des tumeurs. Donc, ceci est effectué par une enzyme qui s'appelle de la famille TET, et ces enzymes TET vont fonctionner comme des oxygénases et qui vont hydroxyler le résidu de méthyle ici, une fois, deux fois, trois fois, et conduire ensuite par les processus de réparation normaux assurés par la TDG ou le BER, permettre de revenir à la cytosine. Alors, je vous ai dit que ce processus était important.
Et effectivement, on a découvert il y a quelques années des mutations dans une de ces enzymes qui s'appelle TET2. Et nous allons voir qu'au moins dans le développement des leucémies myéloïdes et des syndromes myélodysplasiques, ces mutations de TET2 sont absolument fondamentales et que ce sont par ailleurs les événements initiateurs de ce type de leucémie. De plus, on a découvert à peu près en même temps que des mutations des enzymes IDH1 ou IDH2 étaient capables de former un dérivé qui s'appelle le 2-hydroxyglutarate, qui va en fait bloquer la fonction de TET2 et bloquer ce processus d'effacement des marques de méthylation. Et puisque je vous ai dit que cette méthylation allait régler de manière extrêmement fine l'accessibilité des gènes et donc les programmes de différenciation, la mutation de TET2 ou les mutations de IDH1 et IDH2 vont au fond interagir, vont moduler ce processus normal de différenciation et conduire à une expansion clonale extrêmement importante du fait d'un blocage de différenciation et au fond d'une augmentation du pool de cellules ayant une activité de type cellule souche. Donc, redit un petit peu de la même manière, voici une autre image avec ces enzymes dont la fonction normale est de faire de l'alpha-cétoglutarate. En présence de la mutation, et on va voir dans un instant comment, on va faire du 2-hydroxyglutarate qui va bloquer la fonction de TET2 et donc bloquer ce processus actif d'effacement des méthylcytosines, qui est quelque chose d'extrêmement important dans la différenciation des cellules souches. Alors, de manière assez remarquable, et contrairement à TET2, les mutations de IDH1 et IDH2 en fait, sont observées dans un assez grand nombre de cancers. Elles sont en particulier observées dans des tumeurs du système nerveux central, des gliomes en particulier, dans toute une famille de troubles de l'hématopoïèse, en particulier les leucémies aiguës myéloïdes, on va y revenir dans un instant, mais aussi le cancer du prostate, des leucémies lymphoblastiques et d'autres types de tumeurs, y compris des tumeurs de la thyroïde. Donc, ces mutations d'IDH1 sont fréquentes, et elles sont fréquentes parce qu'on s'est aperçu que le 2-hydroxyglutarate, donc produit anormal fabriqué du fait de la mutation de l'enzyme, non seulement va bloquer les DNA déméthylases, comme on l'a vu il y a un instant, mais il va y avoir d'autres actions pro-oncogéniques. En particulier, il va également bloquer la fonction d'un certain nombre d'histones déméthylases et bloquer d'autres enzymes comme les prolyl hydroxylases qui vont en particulier bloquer la dégradation de la protéine IF1 alpha, qui est une protéine impliquée dans la signalisation hypoxique, une protéine très importante aussi pour le cancer. Et donc, ce dérivé anormal, qui n'existe pas dans le métabolisme intermédiaire normal, va au fond avoir une action très pléiotropique pour moduler des fonctions de déméthylation, de modification des histones, qui sont essentielles au devenir des cellules souches. Alors, un peu plus précisément, si on regarde la fonction de cette enzyme, eh bien, on voit que la mutation la plus fréquente donc dans IDH1 va changer le site actif. Et en changeant le site actif, vous voyez que le positionnement du substrat au sein de ce site actif va être assez profondément changé. Et ceci va en fait modifier la fonction de l'enzyme. C'est une situation qui est assez exceptionnelle, dans laquelle on ne se contente pas simplement de bloquer la fonction de l'enzyme par une mutation, mais on va faire que l'enzyme va acquérir de nouvelles propriétés. Et la nouvelle propriété, ça va être donc de former ce dérivé, ce 2-hydroxyglutarate, qui est capable de bloquer de nombreuses fonctions qui sont essentielles à la différenciation des cellules souches normales. Alors, de manière tout à fait remarquable, encore une fois, enzyme avec mutation, eh bien, on a pu réaliser des cristaux de l'enzyme mutée, et à partir du cristal de l'enzyme mutée, on a pu chercher à développer des inhibiteurs qui soient spécifiques de la forme mutée de l'enzyme. Et donc ceci a été obtenu il y a relativement peu de temps, publié il y a, je crois, à peu près un an dans Science. Et ces inhibiteurs donc, de la forme mutée de l'enzyme vont être capables, sur des prélèvements primaires de patients, de faire chuter
de manière tout à fait drastique le taux de 2-hydroxyglutarate, montrant qu'on a réussi donc à bloquer la fonction de cette enzyme capable d'induire la formation de ce produit anormal sur des cinétiques assez prolongées. Et par ailleurs, ces produits vont induire très rapidement la différenciation ex vivo de ces cellules leucémiques. Alors on ne connaît pas encore les effets biologiques à court ou long terme, mais évidemment ceci crée beaucoup d'espoir d'une possibilité de traiter des patients atteints de ce type de cancer. Alors, dernier partenaire qui va entrer en jeu dans l'oncogénèse dépendante de ce processus, eh bien, c'est une protéine qui s'appelle WT1. WT1 est une protéine bien connue des biologistes moléculaires parce que c'est le gène qui explique certaines formes de cancer du rein héréditaire, qui a été découvert il y a déjà d'assez nombreuses années, qui est une protéine qui se fixe à l'ADN. Et on ne connaissait pas la fonction de WT1, malgré de très nombreuses recherches depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Et très récemment, en fait cette année, on s'est aperçu que WT1 était capable, une des fonctions de WT1 était d'ancrer cette enzyme TET2 dans certains sites spécifiques de l'ADN. Et donc, WT1 n'est pas seulement impliqué dans les cancers du rein, mais est également muté dans un certain nombre de leucémies. Et donc, ceci montre que la fonction normale, vous voyez, de tout ce complexe, les enzymes qui vont faire de l'alpha-cétoglutarate, IDH1 et IDH2 dans leur forme normale, l'alpha-cétoglutarate va servir de cofacteur pour TET2, TET2 ayant été ancré par WT1, et va permettre l'effacement de la méthylation des cytosines dans le contexte de la différenciation normale. Eh bien, dans les leucémies et dans d'autres cancers, on l'a vu également, les trois partenaires vont pouvoir subir des modifications oncogéniques. On va pouvoir soit muter TET2, et quand on mute TET2, on va voir que l'effacement, on a vu que l'effacement des cytosines, des méthylcytosines n'avait pas lieu. On peut également muter WT1, et si on mute WT1, eh bien on ne va plus pouvoir ancrer TET2 sur ces cibles normales, et donc on va encore une fois bloquer l'effacement normal des méthylcytosines. Ou alors, on peut encore muter IDH1 ou IDH2, former donc du 2-hydroxyglutarate, et ce 2-hydroxyglutarate va bloquer la fonction de l'enzyme. Donc l'enzyme TET2 et WT1 seront bien situés au bon endroit sur le génome, mais on aura un blocage de la fonction qui va empêcher, encore une fois, l'effacement de ces méthylcytosines, faisant donc de ce processus enzymatique quelque chose d'absolument essentiel dans le devenir des cellules souches normales. Alors, il est assez rare, on en verra peut-être quelques exemples, mais il est quand même assez rare que toute une machinerie soit mutée à différents niveaux dans une maladie précise. Et ceci donc suggère encore une fois que l'effacement de ces méthylcytosines, la modification de la méthylation de l'ADN, soit un événement absolument essentiel dans le processus de développement de ces leucémies aiguës myéloïdes. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que des modèles animaux ont été obtenus, et ces modèles animaux ont montré effectivement une augmentation très forte je ne voulais pas dire pool, mais voilà, du groupe de la taille du compartiment des cellules souches. Et cette augmentation massive de la taille du compartiment des cellules souches va secondairement induire la formation chez ces animaux de leucémies aiguës myéloïdes. Et c'est donc un processus, encore une fois, extrêmement important qui a été reproduit chez l'animal avec ces différents types de mutations. Alors, de manière assez intéressante, une autre protéine impliquée dans ce phénomène de méthylation des cytosines a été directement impliquée dans les leucémies. Cette protéine, c'est DNMT3A, donc une des méthyltransférases impliquées dans la méthylation de novo de l'ADN.
Et ces mutations sont extrêmement fréquentes, vous les voyez représentées ici, avec, chose tout à fait remarquable, un point chaud, un hotspot, sur une position qui est mutée dans plus de 50% des cas où la séquence de DNMT3A est anormale. Ces mutations sont présentes dans à peu près 30% des leucémies aiguës myéloïdes. C'est donc un événement qui est important et qui est bien sûr relié au contrôle de l'effacement des marques de méthylation. Alors, en regardant de manière un petit peu plus précise, on s'aperçoit que quand on commence à regarder dans les leucémies, on dit souvent que le diable est dans les détails, et effectivement c'est le cas. Dans les leucémies aiguës myéloïdes, vous voyez que la mutation hotspot dont nous avons parlé est extrêmement fréquente. Il y a à peu près 60% des cas de mutation vont être sur ce résidu d'arginine. Dans un autre groupe de leucémies, les leucémies lymphoïdes qui touchent la lignée T, la prévalence de cette mutation est beaucoup plus faible. Vous le voyez représenté ici sous forme de camembert, avec dans des états pré-leucémiques, vous voyez que le hotspot qui représente un peu moins de la moitié. Dans la leucémie, on en a beaucoup plus. Et par contre, dans les lymphomes, dans les leucémies de type T, on a une inactivation de la fonction, mais pas avec une préférence marquée pour cette position. Alors, grâce à des études faites dans des modèles animaux, on a pu préciser la pathogénie des effets de ces mutations. Alors, on s'est aperçu que pour avoir un développement de la leucémie T de l'adulte, il faut avoir une inactivation biallélique de la protéine. Et donc, dans ces cas-là, il faut perdre complètement la fonction de cette protéine à travers une double mutation. Dans un certain nombre de maladies autres, en particulier dans les syndromes myélodysplasiques, on va avoir seulement une mutation de cette DNA méthyltransférase qui va être combinée avec d'autres types d'anomalies et qui vont conduire à ces différentes formes de pathologie. Et avec la mutation hotspot, là, on va pouvoir passer plus rapidement et toujours dans ce cas-là à une leucémie aiguë myéloïde. Et des travaux récents ont proposé qu'en fait, cette mutation préférentielle sur ce résidu était capable d'inactiver la fonction du partenaire normal, puisqu'il apparaît que DNMT3A fonctionne sous forme d'un tétramère et qu'au sein du tétramère, le fait d'avoir une forme mutée va pouvoir bloquer de manière dominante ou au moins inhiber de manière significative et de manière dominante la fonction de l'autre allèle, de manière à ce que cette mutation soit suffisante pour bloquer suffisamment la fonction de la protéine pour pouvoir conduire au développement de ces leucémies. Alors, pas mal de développements sont en cours sur ces sujets. Il semble que la mutation de DNMT3A conduise à une hypométhylation globale du génome, alors qu'inversement, les mutations de TET2 semblent conduire à des hyperméthylations focalisées dans les îlots CPG au voisinage des gènes actifs. Néanmoins, malgré ces effets assez profondément différents sur la méthylation, eh bien, on a toujours biologiquement le même effet qui va être une augmentation du compartiment de cellules souches, une augmentation très significative du compartiment de cellules souches qui va donc faire le lit de la leucémie avec également un blocage de la différenciation spontanée. Alors, je vous ai dit que ces mutations étaient probablement les mutations initiatrices de ces processus leucémiques. Et effectivement, des travaux récents ont pu montrer l'existence de ces mutations des régulateurs de la méthylation de l'ADN dans du sang normal, c'est-à-dire que chez des sujets tout à fait sains, de plus de 70 ans, avec une fréquence non négligeable, on va pouvoir observer, si on fait une séquence complète de leur sang circulant, des mutations de DNMT3A, vous voyez, avec une fréquence importante, des mutations de TET2, et également des mutations de ASXL1, qui est un autre régulateur épigénétique important. Et ceci suggère vraiment qu'il existe un avantage sélectif considérable chez l'homme, cette fois-ci on n'est plus dans des modèles de souris, mais chez l'homme, qu'il existe un avantage sélectif considérable pour les cellules souches à porter ces mutations, et que ceci va donc conduire à une hématopoïèse clonale
avec des clones qui peuvent représenter 10 à 60% des cellules hématopoïétiques circulantes, et que cette hématopoïèse clonale va constituer un surrisque, mais un surrisque qui est considéré comme relativement faible de développer une leucémie. C'est donc en fait un état. Certains collègues médecins, à une conférence récente de la Société américaine d'hématologie, considérait cette hématopoïèse normale comme au fond étant une variante du normal qui permettait peut-être d'avoir un système hématopoïétique plus performant, mais cette variante du normal va exposer tout de même à un surrisque de leucémie avec le temps, parce que ces cellules qui vont pouvoir s'auto-renouveler avec une plus grande fréquence, qui vont avoir du mal à se différencier, qui ont un avantage sélectif puisqu'elles sont clonales dans le sang, vont constituer un état préleucémique en particulier. Et c'est ce qui vous est représenté ici. Si après cette mutation initiatrice dans ces régulateurs épigénétiques, et en particulier, encore une fois, ces deux protéines qui vont contrôler la méthylation des cytosines, eh bien, on peut avoir des mutations secondaires dans des protéines dont nous avons déjà parlé, en particulier NRAS ou des facteurs de transcription comme RUNX1 ou CBP-alpha, dont on reparlera peut-être d'ici la fin du cours. Et donc, après cette première phase d'hématopoïèse clonale avec une faible prolifération, l'existence d'une seconde mutation qui va conférer un avantage sélectif important va conduire à ce moment-là au développement de la leucémie qui va envahir l'organisme. Alors, dernière facette de ce que je voulais vous dire sur la méthylation de l'ADN, eh bien, c'est qu'il existe depuis longtemps des agents thérapeutiques, en particulier un qui s'appelle la 5-azacitidine. Et cette 5-azacitidine a été largement utilisée dans le traitement d'un certain nombre de maladies hématopoïétiques, de leucémie en particulier. Et on a découvert il y a une petite dizaine d'années que cette 5-azacitidine, ce médicament, vous voyez, induit la dégradation, l'inactivation et la dégradation de cette DNA méthyltransférase, donc de DNMT1. Il n'a aucun effet sur DNMT3A. Et on s'est posé la question, donc, qui est encore une question ouverte, de savoir si, au sein de toutes les différentes mutations existantes dans les leucémies, est-ce que les mutations de protéines à action épigénétique, comme TET2, DNMT3A ou IDH2, allaient favoriser la réponse soit à la 5-azacitidine, soit aux inhibiteurs d'HDAC. On aurait pu penser que la réponse soit oui. Il semblerait pour l'instant que la réponse soit plutôt non, mais ces analyses ont pour l'instant été faites de manière relativement globale, et donc elles sont en train d'être reprises de manière plus fine en séparant les différents régulateurs épigénétiques mutés. Mais à ce jour, bien qu'il existe une indiscutable efficacité clinique de ces inhibiteurs de méthylation de l'ADN, de la 5-azacitidine, on ne sait pas très bien encore quelles sont les anomalies génétiques qui vont permettre de prédire l'efficacité de ces traitements, ce qui serait évidemment quelque chose qui, dans la clinique, serait extrêmement important. Alors, pour finir sur cette régulation de l'épigénétique d'une manière générale, eh bien, comment est-ce que tout ça est régulé dans la vraie vie? Eh bien, ces régulateurs, que ce soit des protéines réglant l'acétylation, comme le complexe polycombe, d'autres réglant la méthylation de l'ADN, comme DNMT1, ou ce qu'on a vu sur la mobilité des nucléosomes, eh bien, vont être réglés, orchestrés par des régulateurs d'amont. Un de ces régulateurs d'amont est une kinase, AKT, kinase dont l'activation est extrêmement fréquente dans un très grand nombre de cancers, je pense qu'on en parlera une autre année. Eh bien, l'activation de cette voie AKT va conduire à la phosphorylation de ces différents régulateurs et donc va modifier de manière secondaire ces régulations épigénétiques. Alors, je voudrais maintenant parler des facteurs de transcription, donc les protéines qui vont se fixer à l'ADN et être responsables de la régulation de la chromatine. Donc, comme on l'a vu dans le cours précédent, dans ce passage finalement entre la chromatine fermée
et la chromatine ouverte avec activation de la transcription, il y a un certain nombre d'étapes et un certain nombre de possibilités. Donc il y a certaines situations dans lesquelles c'est le facteur de transcription tout seul qui va faire tout le travail. Il va pouvoir se fixer, ouvrir la chromatine, activer la transcription. Donc il va être responsable de toute l'activité. D'autres pour lesquels il faut que la chromatine soit ouverte pour pouvoir que le facteur se fixe et active la transcription. Et puis enfin d'autres où on a également un mécanisme en 2 étapes. Alors, ces facteurs de transcription, ils ont été très étudiés et ils vont être définis essentiellement par 3 types de domaines. Ils vont être définis par une séquence qui va assurer la fixation à l'ADN, et on va en voir quelques exemples en détail, donc fixation sur des séquences spécifiques. Ils vont également être caractérisés par un domaine de dimérisation, parce que la plupart de ces facteurs fonctionnent comme dimères, on va voir comme homo ou comme hétérodimères. Et puis enfin, ils vont être caractérisés par un domaine de transactivation qui va être un domaine d'interaction protéine-protéine, qui va permettre la régulation de tous les partenaires nécessaires à l'activation des gènes, c'est-à-dire les histones, et puis le complexe médiateur, et puis à la fin, l'enzyme maîtresse de la synthèse des ARN messagers, qui est la RNA polymérase de type 2. Alors, ces facteurs de transcription sont connus depuis au moins une trentaine d'années. Ils ont fait l'objet d'énormément d'études, et on ne va évidemment pas pouvoir tout présenter aujourd'hui. Un certain nombre d'études ont porté directement sur la physico-chimie de l'interaction ADN-protéine. Et donc, dans certains cas, et on va en voir des exemples, on connaît exactement la position des résidus qui vont être capables de reconnaître de manière, encore une fois, séquence spécifique, des bases au sein de l'ADN. Et puis, d'autres études ont cherché à caractériser finalement la séquence complexe d'événements qui fait intervenir de très nombreuses interactions protéine-protéine ou ADN-protéine qui vont faire passer finalement d'un promoteur vierge, vous voyez, inactif transcriptionnellement, avec un certain nombre de sites de liaison pour ces facteurs de transcription ou d'autres cofacteurs, et d'essayer de caractériser, encore une fois, la séquence des événements, qui se fixe en premier, quelle va être la conséquence de la fixation de chacune de ces protéines. Donc vous voyez que cette protéine ici, qui est représentée en rouge, va permettre la fixation de la RNA polymérase sur des sites particuliers, en particulier sur ce qu'on appelle la Tata Box, mais ce n'est pas encore associé à l'activation de la transcription. Puis il va y avoir un deuxième facteur qui se fixe un peu plus loin. Ce facteur, donc pour l'instant les 2 premiers sont des facteurs, vous voyez, qui assurent une liaison directe et séquence spécifique avec l'ADN. On va ensuite avoir recrutement d'un 3e facteur qui, lui, va commencer à recruter des coactivateurs, qui sont des protéines extrêmement importantes, des complexes protéiques très importants qui vont participer à l'activation transcriptionnelle. Et puis ensuite, on va avoir un changement complet de l'architecture. Vous voyez qu'on a une incurvation de cet ADN, qui est connu sous le nom anglais de looping. On va avoir une ouverture, changement d'acétylation des histones, et on va faire passer maintenant l'ensemble de ce gène vers une position active où la polymérase va pouvoir commencer à fabriquer de l'ARN messager. Donc des opérations complexes qui ont été étudiées en très grand détail et sur lesquelles on sait maintenant pas mal de choses. Alors quels sont les principaux motifs des facteurs de transcription? Eh bien, historiquement, les premiers qui ont été découverts sont les protéines à homéodomène, dont il y a ici de grands spécialistes. Et puis des protéines qu'on appelle les protéines à doigts de zinc, avec des doigts de zinc, on verra, qui peuvent être, donc dans lesquels on a 4 résidus capables d'interagir avec des atomes de zinc, qui sont des cystéines ou des histidines. Et donc on distingue au moins 2 types de doigts de zinc, des doigts qui sont dits C2H2, avec 2 cystéines et 2 histidines, et puis des doigts qui sont C4, purement cystéines, qu'on ne trouve pas dans les mêmes familles. Et puis une dernière façon de lier l'ADN qui consiste finalement dans une courte séquence fortement basique. Rappelez-vous que l'ADN est fortement chargé négativement, et donc ce sont des protéines chargées positivement qui vont pouvoir interagir avec
avec cet ADN. Donc conjonction d'une courte séquence basique et puis d'un domaine de dimérisation. Ce domaine de dimérisation pouvant être de type leucine zipper, donc une hélice alpha avec une face hydrophobe fortement conservée, on en verra un exemple tout à l'heure, ou de type hélix loop hélix. Donc pas mal de motifs possibles, motifs qui ont été combinés dans un grand ensemble de possibilités, et puis des études de physico-chimie très, très précises sur les interactions ADN-protéines, dont on verra des représentations d'ici quelques minutes. On va s'arrêter 5 minutes et reprendre ensuite. Bon, donc nous allons reprendre avec quelques images, encore une fois prises dans des textbooks. Donc ça, c'est le premier type de motif, les homéodomènes, avec, vous voyez, donc deux hélices alpha qui vont pouvoir se glisser dans le grand sillon de l'ADN, avec l'une d'entre elles étant directement impliquée dans la reconnaissance base spécifique des séquences ADN. Deuxième type de motifs de liaison à l'ADN, ce sont les doigts de zinc de type 2-cystéine, 2-histidine. Vous voyez ici l'atome de zinc qui est représenté en vert, les deux résidus de cystéine, les deux résidus d'histidine. Et donc, la coordination de cet atome de zinc va permettre en fait de maintenir une configuration extrêmement verrouillée de cette protéine. Et cette configuration très verrouillée va permettre l'interaction, encore une fois, séquence spécifique avec l'ADN. L'atome, ces doigts de zinc, une des fonctions de ces doigts de zinc, c'est de maintenir de manière extrêmement stringente le positionnement de ces éléments protéiques les uns par rapport aux autres pour permettre donc de se glisser dans le sillon de l'ADN et d'aller interagir de manière, encore une fois, séquence spécifique avec les bases. Les protéines qui contiennent ce type de doigts de zinc en contiennent souvent plusieurs, et donc c'est la succession de ces différents doigts de zinc qui vont permettre, encore une fois, la reconnaissance de séquences au sein de l'ADN. Alors, de manière assez remarquable, ces séquences de doigts de zinc servent non seulement à reconnaître l'ADN en se glissant dans le grand sillon. Vous voyez, ceci est pris d'un domaine, cette fois-ci C4, avec 4 cystéines. L'atome de zinc est représenté ici. Et vous voyez qu'on a, dans cet exemple qui est celui des récepteurs nucléaires, dont on reparlera plus tard, comme les récepteurs aux estrogènes, aux glucocorticoïdes ou aux androgènes, à l'acide rétinoïque, on va avoir finalement deux doigts de zinc, l'un qui va être impliqué dans la reconnaissance, encore une fois, séquence spécifique de l'ADN en se glissant à l'intérieur du grand sillon, et puis un autre doigt de zinc qui, lui, est au contraire, est utilisé comme domaine de dimérisation. Et donc là aussi, on va permettre de régler finalement les deux choses absolument essentielles pour la reconnaissance à l'ADN, c'est-à-dire une complémentarité de forme permettant de faire glisser ce domaine à l'intérieur du grand sillon, et puis également l'espacement entre ces deux monomères. Donc l'espacement qui va permettre donc de faire rentrer de manière tout à fait optimisée ces deux hélices à l'intérieur de l'ADN. Eh bien, ceci est assuré par un doigt de zinc de type C4 avec 4 cystéines qui va donc verrouiller cette deuxième zone d'interaction, donc verrouiller et l'espace de reconnaissance avec l'ADN et la formation du dimère de manière à avoir une forme qui rentre parfaitement au sein de l'ADN et qui va reconnaître, encore une fois, de manière séquence spécifique, les éléments des gènes cibles. Alors, certains doigts de type C2H2 sont également impliqués comme domaine de dimérisation. Là aussi, il y a cette double utilisation de ce même domaine. Alors, un autre exemple, c'est la hélice, boucle hélice, dans lequel vous avez donc deux grandes hélices qui vont assurer la dimérisation, une boucle, et puis ensuite,
voyez, un peu à la manière d'un ciseau, une deuxième hélice qui va rentrer à l'intérieur de l'ADN et assurer, encore une fois, cette reconnaissance séquence spécifique. Et également, on peut obtenir la même chose avec donc, ces hélices par interaction hydrophobe, ce qu'on appelle les leucines zippers, les fermetures éclairs à leucines, dans lesquelles, au sein de grandes hélices alpha, on va avoir des résidus très hydrophobes qui vont interagir les uns avec les autres, exactement à la manière d'une fermeture éclair, qui vont assurer une grande dimérisation, une longue dimérisation très solide, et puis qui vont exposer ensuite ces courtes séquences fortement basiques qui vont permettre, encore une fois, de reconnaître l'ADN de manière tissu spécifique. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ces différents facteurs de transcription vont coopérer les uns avec les autres en se fixant donc sur des séquences particulières de l'ADN. Et ils vont ensuite aller activer l'enzyme RNA polymérase en ciblant une protéine importante qui coiffe, qui s'appelle le médiateur, un complexe médiateur qui va coiffer cette polymérase et qui va servir au fond d'intégrateur pour ces différents signaux qui peuvent être positifs ou négatifs. Et on va avoir une intégration moléculaire de ces différents signaux qui va ensuite converger sur cette RNA polymérase qui va prendre en route le phénomène de transcription. Alors on a obtenu des représentations de ce complexe médiateur qui est ici en violet, la polymérase est en gris. Vous voyez qu'on a un complexe qui recouvre véritablement cette enzyme et qui va servir encore une fois à intégrer tous les différents signaux. Alors une autre manière d'intégrer notre protéine dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui sont CBP, P300, deux protéines extrêmement similaires l'une à l'autre, qui sont des histones acétyltransférases. Eh bien, on sait que ces histones acétyltransférases vont aussi, en liaison avec le médiateur, jouer un rôle extrêmement important et qu'elles vont servir de voie de convergence de toute une série de facteurs de transcription absolument essentiels grâce à leur activité de régulation de l'acétylation. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, régulation de l'acétylation des histones, mais également régulation de l'acétylation de protéines non histones. Et donc, tous ces facteurs de transcription qui vont correspondre à un certain nombre de voies essentielles de signalisation et de réponse, comme les interférons, l'inflammation, les facteurs de croissance, la différenciation musculaire, etc. Toutes ces différentes voies vont converger sur ces histones acétyltransférases, ces enzymes qui vont, à la fin, permettre, encore une fois, des modifications qui vont accompagner le processus et déclencher le processus d'activation transcriptionnelle. Alors, si j'ose dire, la nature et les biochimistes s'en sont donnés à cœur joie avec la régulation de la transcription. On connaît de très 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 nombreuses possibilités. Certaines d'entre elles vous sont représentées ici. Et ces processus de régulation de la transcription sont tellement importants, soit dans les processus de différenciation normale, soit également dans la réponse adaptative à un grand nombre de facteurs de stress ou de modifications liées à l'environnement, que ce processus absolument essentiel qui fait passer d'un gène inactif à un gène actif va être régulé au niveau des facteurs de transcription d'un très grand nombre de manières. Alors, une des manières, c'est la fixation d'une petite molécule. Cette petite molécule, qu'on va appeler un ligand, c'est par exemple une hormone, et c'est ce qui se passe avec tous les récepteurs hormonaux, les récepteurs aux stéroïdes, aux estrogènes, aux androgènes, aux glucocorticoïdes et autres, pour lesquels la présence de cette hormone, qui va se fixer directement sur son récepteur, sur la protéine, son récepteur, qui va permettre l'accrochage et le déclenchement de la transcription par des mécanismes qui ont été étudiés en très grand détail, parce qu'évidemment c'est un système biologique extrêmement commode dans lequel la simple addition d'une petite molécule qui est capable de se fixer à une protéine va déclencher tout ce processus complexe qui fait passer du gène inactif au gène actif. Et donc ça a été très étudié au niveau biochimique du fait de cette complexité. Alors on peut avoir ensuite une modification post-traductionnelle, comme un événement de phosphorylation. Et donc là aussi, on connaît de nombreux facteurs de transcription
qui vont être régulés par phosphorylation ou par d'autres modifications post-traductionnelles, par acétylation ou autre. On peut également avoir un déclenchement de la transcription qui va être activé par un processus de clivage protéolytique. Et donc, on a un précurseur protéique qui est inactif. Ce précurseur va être coupé par une protéase. Et le fait de couper la protéine en deux va lui permettre d'acquérir de nouvelles propriétés donc, qui vont conduire à sa fixation sur l'ADN, à l'activation du gène. Et puis, il y a également un changement de partenaire où on a au contraire cette fois-ci un inhibiteur qui est lié de manière non covalente au facteur de transcription. Et quand il va se dissocier, il peut par exemple se dissocier en réponse à une phosphorylation, eh bien, la dissociation va permettre de libérer la forme active, et la forme active va aller se fixer encore une fois sur le promoteur et déclencher le processus de transcription. Donc voilà, on a quelques-uns des mécanismes, mais ces mécanismes ont été déclinés presque à l'infini par la nature, de manière à permettre une régulation très fine, soulignant encore une fois, si c'était nécessaire, le rôle absolument fondamental de la régulation de l'expression génétique, aussi bien dans les réponses de différenciation que dans la réponse adaptative à un certain nombre de situations. Donc, dans cette réponse adaptative, on a déjà mentionné le cas des hormones. Donc, ces hormones vont être synthétisées à l'extérieur de la cellule et elles vont, parce qu'elles sont souvent hydrophobes, pouvoir traverser la membrane cellulaire, aller directement dans le cytoplasme ou même dans le noyau pour se fixer sur le facteur de transcription et exercer leurs effets. Et puis, il y a une autre situation, probablement plus commune, dans laquelle on va avoir des intermédiaires. On a une protéine, comme un facteur de croissance, par exemple, qui va se fixer sur son récepteur au niveau de la membrane plasmique, et c'est en dessous du récepteur que va se déclencher une cascade complexe de modifications biochimiques, souvent des phosphorylations, cascade de modifications biochimiques qui va ensuite converger sur ce facteur de transcription de manière à l'activer et à induire cette réponse adaptative, cette réponse transcriptionnelle adaptative que l'on cherche. Alors, une voie qui a été extrêmement étudiée dans le système lymphoïde, c'est la voie NF-κB, une voie essentielle pour la survie et la prolifération des cellules lymphoïdes, une voie qui est fréquemment impliquée dans le cancer par toutes sortes de modifications. Et donc, c'est un système relativement complexe dans lequel la fixation d'une hormone sur un récepteur va induire l'activation de complexes protéiques impliqués dans la phosphorylation d'un inhibiteur. Donc on a en fait un complexe potentiellement actif qui sont les deux formes qui vont lier à l'ADN, mais qui sont maintenus séquestrés dans le cytoplasme par un inhibiteur qui s'appelle IκB. Et donc on a un complexe ici cytoplasmique inactif. En réponse à l'activation de ce complexe, on va avoir la phosphorylation de l'inhibiteur. Et cette phosphorylation va conduire à un marquage par l'ubiquitine et à une dégradation de cet inhibiteur. Donc deux modifications séquentielles. Vous voyez, une phosphorylation d'abord, une ubiquitination, dégradation ensuite. Et ceci va permettre de libérer le complexe actif. Le complexe actif va à ce moment-là migrer dans le noyau, et après avoir migré dans le noyau, il va pouvoir se fixer sur les gènes cibles et activer l'expression des gènes. Et encore une fois, dans cette longue cascade qui va de composants dans le cytoplasme jusqu'à l'activation des gènes cibles, on connaît de nombreuses modifications qui sont des mutations ou activations qui vont conduire à l'activation constitutive de cette voie dans un certain nombre de cancers, en particulier dans les cancers du tissu lymphoïde. Alors voilà une représentation moléculaire de la régulation par les hormones, donc dans le cas des récepteurs nucléaires, avec un domaine de liaison à l'ADN et de liaison à l'hormone qui sont maintenus par des corépresseurs, donc des protéines qui vont bloquer l'activation du récepteur lui-même. Et donc, en réponse à la fixation de l'hormone, vous voyez qu'on va avoir un changement complet
de forme, un changement en partie allostérique de ce domaine d'activation qui est rose. Et vous voyez qu'en présence de l'hormone, il va complètement changer de forme. Et ce changement de forme va s'accompagner du recrutement de complexes protéiques qu'on appelle des complexes coactivateurs qui vont conduire à un changement complet de fonction et au recrutement de la polymérase. Et ces changements ont été particulièrement bien caractérisés, en particulier par des équipes françaises, en réponse de la réorganisation voyez, de ce domaine, de cet ensemble d'hélices alpha, en réponse à la fixation de l'hormone. Et il y a en particulier un domaine qui est le domaine d'activation de la transcription, qui va changer de forme, changer de position au sein de la protéine et permettre l'activation transcriptionnelle de cette voie. Alors, ces réseaux de transcription commencent maintenant à être étudiés, presque un peu comme des circuits imprimés d'ordinateur. Et vous voyez donc une représentation, bien sûr, relativement théorique, des réseaux de contrôle de la transcription dans le développement extrêmement précoce. Et on commence donc, dans ce qu'on appelle la biologie de système, à pouvoir appréhender toutes ces différentes interactions. Et dans le contexte du développement, eh bien, on sait que ceci se fait souvent par des cascades. Donc, autant dans le contexte de réponse adaptative, on va avoir des facteurs solubles. Dans le contexte de la différenciation et du développement, on va avoir des cascades de facteurs de transcription dans lesquels un facteur A ou un facteur B va pouvoir s'activer pour donner naissance à un facteur A qui va ensuite aller lui-même dériver, activer un certain nombre d'autres chaînes. Et donc, c'est ce qu'on veut représenter ici, vous voyez, où chaque facteur va pouvoir en activer un autre ou en inhiber un autre. Et ceci va donc conduire à un ensemble de réponses qui commencent à être bien élucidées dans certains organismes modèles, en particulier chez la drosophile, où on aborde de manière assez raisonnable ces différentes cascades. Alors, une représentation intéressante est celui de la spéciation cellulaire, donc, et ça a été relativement bien étudié dans le cas d'une cellule indifférenciée, mais qui a la possibilité d'aller dans deux directions différentes, qu'on va appeler une cellule bipotente. Eh bien, assez souvent, cette cellule, dans son état différencié, son état indifférencié, est maintenu en équilibre entre deux facteurs de transcription maîtres. Et ces deux facteurs de transcription maîtres ont la propriété d'abord de s'inhiber l'un l'autre et de s'auto-réguler l'un l'autre. Et ce double jeu d'une auto-inhibition, enfin d'une inhibition croisée et d'une auto-induction va permettre que de tout petits déséquilibres entre A et B, qui peuvent éventuellement être des déséquilibres liés au hasard, ce qu'on appellerait stochastiques, vont pouvoir ensuite enclencher une cascade auto-induite qui va conduire à la différenciation vers A ou vers B. Par exemple, dans la situation du haut, si à un moment donné, il se crée moins de A, eh bien, comme il se crée moins de D, comme il se crée moins de D, eh bien, A va devenir transitoirement majoritaire, et comme A s'autorégule, eh bien, la quantité de A va fortement augmenter. À ce moment-là, A va induire B, et la conjonction de A et de B va conduire déjà à un premier état de différenciation. La conjonction de A et de B va conduire à l'activation de C, et la conjonction des trois facteurs, A, B et C, dans cette cascade, va conduire à une activation encore plus forte des gènes de différenciation. Inversement, si à un moment donné, la quantité de A diminue faiblement, bien cette fois-ci, par le même processus, c'est D qui va prendre le dessus, et donc D va induire E, et la conjonction de E et de D va induire F, et ainsi de suite. Et vous voyez donc que par ces cascades, et par la caractéristique fondamentale d'avoir deux régulateurs maîtres qui vont être capables de se bloquer l'un l'autre, on peut arriver à contrôler, à partir de progéniteurs bipotents, deux voies de différenciation complètement différentes, encore une fois, par cet équilibre croisé et positif, soit négatif, soit positif, entre ces facteurs de transcription. Alors, autre régulation qui est connue, et on y reviendra brièvement à la fin du cours, c'est la régulation par l'épissage. Alors, un exemple qui est bien connu, c'est celui du récepteur aux hormones thyroïdiennes, on en a parlé tout à l'heure, c'est la même famille que les récepteurs nucléaires. Donc,
Site de fixation à l'ADN, site de fixation à l'hormone. Ça, c'est la forme normale activable du récepteur. Et puis, il existe un variant d'épissage qui, lui, n'est plus capable de fixer l'hormone. Il est toujours capable de fixer l'ADN, mais il n'est plus capable de fixer l'hormone. Eh bien, ce variant d'épissage va se comporter comme un dominant négatif de la réponse aux hormones thyroïdiennes. Et vous voyez que si la forme épicée est plus abondante, eh bien, elle va occuper le site de liaison sur l'ADN. Elle n'est pas capable d'activer la transcription et elle va bloquer l'accès de la forme normale du récepteur à ce gène. Et donc, cet équilibre entre les deux formes du récepteur va, au fond, conditionner l'activabilité de la voie des hormones thyroïdiennes ou pas. Et ceci semble important, en particulier dans la différenciation des cellules nerveuses. Un autre mécanisme, c'est la régulation par dimérisation. Et donc, dans la famille myodée, on sait qu'il existe de manière naturelle des inhibiteurs qui sont capables de se fixer au domaine de dimérisation, mais qui ne possèdent pas le domaine de liaison à l'ADN. Et donc, ces inhibiteurs vont titrer et bloquer la fonction de la forme normale de myodée, et donc vont se comporter comme des inhibiteurs physiologiques de cette voie de différenciation. Et puis, on connaît la même chose également dans la famille AP1 avec des protéines comme Jun ou Fos qui peuvent exister sous forme d'homodimères ou d'hétérodimères. Et les propriétés, cette fois-ci, de régulation de la transcription sont sensiblement différentes entre les homodimères Jun ou les hétérodimères Jun-Fos, en particulier dans la capacité d'activer la transcription. Donc voilà quelques généralités. Et je voulais vous dire quelques mots des techniques les plus modernes d'exploration de la transcription qui font appel à une technologie très récente qui s'appelle une combinaison de deux technologies avec l'immunoprécipitation de chromatine et la séquence profonde. Alors cette technologie qui fait partie de ce qu'on appelle les omics, donc les technologies d'exploration du génome à très haut débit, à très haute couverture qui ont été développées dans ces 10 dernières années, a permis de caractériser avec une finesse qu'on n'avait jamais connue avant la réalité des facteurs de transcription. Parce que pour l'instant, la plupart des études avaient été menées sur des systèmes relativement artificiels, c'est-à-dire qu'on isolait un facteur de transcription, on isolait un élément de réponse particulier, donc un gène cible particulier, on allait fortement surexprimer les deux, donc on allait fabriquer des systèmes qu'on appelle des systèmes rapporteurs qui permettent de mesurer l'activité d'un gène particulier, et puis on allait faire de la mutagénèse sur l'un et sur l'autre pour savoir ce qui était important. Avec l'immunoprécipitation de chromatine, donc dans laquelle on va souder en fait ensemble des protéines et l'ADN, les casser, les immunoprécipiter. Donc on va pouvoir isoler les morceaux d'ADN liés à cette protéine. Et ensuite, en séquençant ces morceaux d'ADN, on va pouvoir trouver sur l'intégralité du génome la position de ces protéines. Et donc ça a réservé d'énormes surprises. Parce que pour la première fois, on voyait tout à la fois. Et en voyant tout à la fois, eh bien, on a pu voir ce qu'était la vraie vie par opposition au système relativement artificiel qui était fait avant. Et donc, dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Alors, ça nécessite évidemment des compétences en analyse de données massives qui sont en train de changer la biologie. Et on peut voir au niveau d'un gène, donc vous voyez ici les différents exons, eh bien, directement la position statistique de la protéine. Et donc, on va pouvoir repérer dans la vraie vie où sont les sites de liaison. Alors, ça a réservé toutes sortes de surprises. On pensait, par exemple, comme je vous l'ai représenté, que la plupart des sites de liaison des facteurs de transcription étaient au niveau des promoteurs des gènes. Et on s'est aperçu qu'en fait, ça pouvait être parfois extrêmement loin, dans ce qu'on va appeler des enhancers distaux, on en verra un exemple tout à l'heure, ou ça peut même être à l'intérieur du gène, ce qui a été dans les introns, ce qui a été une très grande surprise quand ça a été découvert. Et puis évidemment, cette immunoprécipitation de chromatine,
On l'a représenté ici avec un anticorps particulier contre un facteur de transcription, mais en fait, cette opération peut être répétée à l'infini, puisqu'on peut en même temps et au même endroit regarder les modifications des histones, regarder les autres facteurs, les acétylases, on peut regarder CBP, on peut regarder un peu tout ce qu'on veut. Et donc, on va pouvoir avoir finalement une représentation statistique, encore une fois dans la vraie vie, de l'occupation de ces différents promoteurs et savoir finalement quelles sont les protéines qui sont là en temps réel, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie et puis comment ça va être modifié dans des conditions soit de différenciation normale, soit de réponse adaptative. Et donc on va pouvoir décrire, encore une fois, dans la vraie vie, savoir ce qui se passe. Alors ça va permettre un certain nombre de définitions. Par exemple, on va pouvoir obtenir des consensus statistiques. Au lieu de s'intéresser, comme on avait fait dans le passé, aux gènes cibles canoniques, en général celui qui répondait le plus fort, celui qui répondait le mieux, on va pouvoir, en compilant toutes ces analyses informatiques de sites, définir le vrai consensus. Et vous voyez que la taille des lettres va traduire leur représentation dans tous les différents sites. Et donc vous voyez qu'il y a certains nucléotides qui sont extrêmement fortement conservés, et puis d'autres qui sont statistiquement surreprésentés, et puis d'autres finalement pour lesquels il n'y a aucune importance. Et ceci, bien sûr, est à mettre en parallèle avec les complexes ADN-protéines qui ont été faits. Et vous ne serez pas surpris de savoir, bien sûr, que les nucléotides les plus conservés sont ceux qui sont en contact direct avec la séquence de protéines responsable de la reconnaissance. Et puis on peut définir pour certains facteurs de transcription des sites d'activation. Ici c'est pour P53. Donc vous voyez qu'on a des sites d'activation et puis des sites de répression transcriptionnelle. Et vous voyez qu'une des grandes différences, par exemple, c'est la position d'un A ici, alors qu'ici le A n'est pas du tout conservé. Eh bien, quand on a le doublet AT, on va avoir statistiquement plutôt un site répresseur. Donc ceci a permis d'aborder la vraie vie. Ceci a nécessité ou a permis l'émergence en biologie des mathématiciens, des gens capables de faire des analyses à très fort débit, parce que là, on va analyser des milliers et des milliers de données, et donc il faut avoir des compétences dans le traitement informatique de ces données qui n'étaient pas en général celles des biologistes. Alors, je vais passer là-dessus. Alors ça a permis de définir un certain nombre de mécanismes. Alors, là encore, on est dans une extraordinaire variété. Ici, c'est une illustration pour la protéine P53, dont on parlera dans le cours suivant, la manière dont P53 peut réprimer la transcription. Donc, soit à travers un site répresseur, vous voyez, P53 va se fixer et va directement réprimer le gène, soit à travers de recrutement de partenaires, comme des HDAC, qui vont aussi induire une répression du gène, soit à travers la titration d'un facteur de transcription qui était activateur, soit à travers l'occupation d'un site, à travers un effet indirect, dans lequel P53 va activer un gène comme P21, on en reparlera, qui va ensuite secondairement modifier un facteur de transcription qui va être responsable de l'effet. Donc, à côté de cette immunoprécipitation de chromatine, il y a évidemment une deuxième technologie fondamentale qui a complètement changé la vision que l'on avait de la transcription. Ça a été l'approche intégrée in vivo, et en particulier l'approche intégrée à travers la création d'animaux génétiquement modifiés. Et donc on a pu obtenir un certain nombre d'animaux génétiquement modifiés pour des facteurs de transcription, et en combinant finalement la physiologie, ici par exemple c'est encore une fois P53, on en reparlera dans le cours précédent, donc P53, facteur de transcription, protéine anti-oncogénique absolument majeure, et vous voyez que si on inactive une copie de P53 dans le génome et qu'on regarde la survie, on va raccourcir de manière extrêmement significative la survie, et puis si on neutralise, si on inactive les deux allèles, on va encore plus réduire cette survie. Et cette réduction de survie est liée au développement de tumeurs et à un vieillissement accéléré en l'absence de P53. Et donc, en combinant ces analyses physiologiques, une analyse par exemple aussi fine, morphologique des tumeurs qui vont survenir chez ces souris,
avec du ChIP-seq et avec de la réponse adaptative, on va pouvoir commencer à comprendre exactement ce qui se passe in vivo dans la régulation de la transcription et savoir quels sont les gènes qui vont être responsables de certaines réponses adaptatives, comme par exemple la réponse au stress aigu. Eh bien, on va pouvoir comparer cette réponse transcriptionnelle et des phénotypes. Et puis, c'est une diapo que je vous ai déjà montrée. Dans le cas de P53, on sait que P53 est responsable de la réponse à de très nombreux stress, entre des stress aigus et des stress chroniques, que cette réponse va être extrêmement variée. Elle va varier de la sénescence à l'angiogénèse, à l'arrêt de cycle, à la mort, au changement de métabolisme et autres. Et donc, actuellement, dans le cas de P53, et on en verra des exemples, dans le cas d'un grand nombre de facteurs de transcription, on est en train d'essayer d'intégrer finalement toutes ces données, d'intégrer les données de transcription, les données de gènes cibles, les modifications post-traductionnelles, on a parlé tout à l'heure de l'acétylation, mais la phosphorylation est aussi très importante, et les gènes cibles qui sont contrôlés et la fonction. Et donc, dans certains cas, on commence à pouvoir appréhender au niveau moléculaire, in vivo, des modifications discrètes de certains facteurs de transcription, en particulier des modifications post-traductionnelles activatrices, certains groupes de gènes et certaines fonctions. Et donc, in vivo, on commence à pouvoir décortiquer très très finement les différentes facettes de ces facteurs de transcription. Qu'est-ce qui va contrôler quoi? Quelle est la modification qui va contrôler l'activation de certains gènes cibles? Et quels sont les gènes cibles qui vont contrôler telle fonction? Alors ceci évidemment a un double intérêt. Le premier, c'est une extraordinaire approche sur la physiologie, dans laquelle on va pouvoir créer finalement une relation verticale dans la réponse adaptative entre un facteur de transcription, une certaine modification, certains groupes de gènes et certaines fonctions. Et puis derrière, il y a également des idées thérapeutiques, avec l'idée que, évidemment, ces modifications post-traductionnelles, on les a vues, elles sont liées à des enzymes. Ces enzymes, on peut donc les inactiver. Et que si on commence à comprendre très en détail ces cascades entre facteurs de transcription, modifications, groupes de gènes et groupes de fonctions, on va pouvoir moduler par des médicaments l'activité de certains facteurs de transcription. Alors, il y a un exemple bien connu, qui est celui des récepteurs aux glucocorticoïdes. Vous savez certainement que les hormones stéroïdes glucocorticoïdes sont parmi les anti-inflammatoires les plus puissants connus, mais que cette efficacité est limitée par des effets secondaires, en particulier des effets sur le métabolisme qui sont extrêmement délétères et qui peuvent exposer à des complications à long terme. Et donc depuis longtemps, il y a eu quelques avancées récentes. On cherche à comprendre, à dissocier finalement l'effet anti-inflammatoire du récepteur glucocorticoïde des effets sur le métabolisme. Et on peut espérer un jour, en arrivant à découpler ces différentes fonctions, d'arriver à obtenir de meilleurs anti-inflammatoires, plus puissants, avec moins d'effets secondaires. Donc ça, c'est quelque chose qui, on le verra encore une fois en détail pour P53, mais l'intégration des techniques de chip qui permettent de voir les vrais gènes cibles dans la vraie vie à tout moment, des modifications du génome qui vont permettre de modifier dans un animal entier des facteurs de transcription, soit en les inactivant, soit avec les techniques de knock-in, en modifiant certains de leurs résidus, et de regarder ensuite la physiologie, devrait permettre, dans les années qui viennent, de définir ces cascades avec précision et de conduire à une physiologie plus complète. Alors, pour finir ce cours d'introduction, les rapports avec les cancers, ils sont extrêmement directs, puisque dans les tout premiers oncogènes qui ont été isolés dans les rétrovirus il y a une quarantaine d'années, eh bien, on connaît un grand nombre de gènes qui étaient donc activés par ces rétrovirus, donc oncogènes rétroviraux, qui sont des facteurs de transcription. Vous voyez représentés ici MIB, ETS, ERBA, SCAR, HEL, etc. Et donc ça a souligné dès le départ les liens extrêmement profonds, étroits, qui existent entre régulation de la transcription et développement de l'oncogénèse. Assez rapidement, un oncogène rétroviral bien connu, VERBA, qui est en fait une forme mutée de CERBA, qui est le récepteur aux hormones thyroïdiennes, eh bien, on a pu montrer que c'est par un processus de mutation, vous voyez, assez importante,
qu'on a transformé ce récepteur normal, qui est plutôt pro-différenciant, en ce récepteur anormal, qui contient encore une fois des délétions dans la plupart des sites fonctionnels importants de la protéine, qui conduisent à faire de cette protéine un oncogène dans des cellules, dans la lignée érythroblastique en particulier. Alors on peut également avoir des pertes par délétion ou par mutation. C'est ce qui se produit par exemple avec P53, qui va être très souvent dans la plupart des cancers humains, beaucoup d'entre eux perdus ou mutés, ce qui va conduire au cancer. Et puis on peut avoir également des translocations chromosomiques avec deux cas de figure. Premier qui est la transposition finalement du promoteur d'un gène fortement exprimé avec un gène régulateur faiblement exprimé, la translocation conduisant à une expression tout à fait anormale, quantitativement anormale, d'un gène qui est par ailleurs structurellement normal. L'exemple le plus connu, c'est celui du lymphome de Burkitt et de la protéine MYC, dont on reparlera bientôt. Et puis, autre type de translocation, des translocations qui vont souder deux gènes l'un à l'autre pour créer une fusion oncogénique, souvent, en particulier dans les leucémies, entre deux facteurs de transcription. Et cette nouvelle protéine va avoir une activité anormale de régulation. Alors, on peut, dans le cancer, modifier les facteurs de transcription. On peut également modifier leur site. Et ça, ce sont des travaux, encore une fois, récents, montrant qu'un site de liaison, qui vous est représenté ici par l'approche de ChIP-seq, vous voyez, donc avec une approche extrêmement forte et extrêmement spécifique, sur un site qui est situé très très à distance du gène MYC. Le gène MYC, c'est un gène régulateur de la synthèse protéique absolument essentiel dans le développement des cancers. Eh bien, à pratiquement 1 mégabatt, extrêmement loin, on a cet enhancer qui est ciblé par une protéine qui s'appelle Notch, qui est un régulateur essentiel de la croissance et de la différenciation. Eh bien, cette séquence cible va être très souvent amplifiée, dupliquée, et donc on va augmenter finalement, par cette anomalie génétique qui se situe très à distance du gène, on va dupliquer le nombre de facteurs, le nombre de sites de fixation de ce facteur Notch. On va augmenter du coup très fortement l'activité transcriptionnelle du gène MYC, et cette augmentation de l'expression de MYC va être directement appliquée dans la transformation cellulaire. Et puis très récemment également, sur un gène très important, qui est le gène de la télomérase. Donc, le gène de la télomérase, c'est le gène qui va contribuer à rallonger les télomères et donc contribuer à l'immortalité des cellules en empêchant l'usure des télomères. Eh bien, au sein du promoteur, on a découvert des mutations qui vont conduire en fait à une fixation augmentée de facteurs de transcription et conduire à l'augmentation de l'expression de TERT. Ceci a été découvert initialement dans les mélanomes, donc dans les tumeurs noires de la peau, où jusqu'à 30% des mélanomes, on peut avoir donc ces mutations dans le promoteur, donc qui ne vont pas altérer la séquence de protéines, mais qui vont permettre une fixation augmentée de facteurs de transcription. Et cette fixation augmentée de facteurs de transcription va conduire à une augmentation significative de l'expression de cette protéine de la télomérase. Et puis des travaux du groupe de Jessica Zuckman à Paris ont pu montrer que dans le cas des cancers du foie, eh bien, dans les cas du cancer du foie, cette mutation activatrice au sein du promoteur de la télomérase est en fait un des premiers événements qui surviennent, et ça survient bien avant le cancer, au niveau en fait de lésions précancéreuses qu'on observe au sein des cirrhoses. Et donc dans les cirrhoses, dans les macronodules de cirrhose qui correspondent en fait à des états précancéreux, on peut observer jusqu'à 65% de mutation du promoteur de la télomérase. Et quand on va maintenant dans des tumeurs pleinement établies, dans des carcinomes hépatocellulaires, vous voyez qu'on est à pratiquement 2/3 de ces cancers vont avoir des mutations de la télomérase qui vont conduire encore une fois à l'augmentation de l'activité de l'expression de ce gène. Alors peut-être juste pour mémoire et pour finir, on a donc vu tout ce qui peut contribuer à la
modulation de l'expression des différentes protéines. Il faut également, parce que ce sont des phénomènes importants dans le cancer, parler de l'épissage. Donc l'épissage est un processus à travers lequel les différents exons codants des gènes vont se trouver raboutés les uns aux autres par l'excision des introns pour former l'ARN messager. Ce processus, qui à l'époque où des gens comme moi faisaient beaucoup de clonage il y a 25 ans, on pensait que c'était des erreurs, que c'était des anomalies finalement stochastiques de l'épissage, et on ne s'y intéressait pas beaucoup. Et puis des travaux ont commencé à montrer qu'en fait ceci pouvait être régulé, et qu'il pouvait en particulier y avoir de l'épissage spécifique de tissu, et que cet épissage spécifique du tissu allait permettre de créer des protéines légèrement différentes à partir d'un seul gène. Et donc ceci contribue, à partir d'un pool relativement limité de gènes, à créer un nombre de protéines plus important, et encore une fois de manière régulée et tissu spécifique. Dans certains cas, comme dans le cas par exemple des immunoglobulines, on sait que cette différence d'épissage va permettre de faire la différence entre l'immunoglobuline qui va être sécrétée et qui va participer donc à la défense contre les microbes, et une forme au contraire qui est liée à la membrane et qui va servir de récepteur pour permettre l'excitation et la prolifération de ces lymphocytes. Eh bien, là encore une fois, il y a quelques années, on a découvert qu'il existait de très nombreuses mutations sur les facteurs d'épissage dans des cancers extrêmement variés. Vous voyez ici une représentation de toutes ces différentes, de la diversité de ces mutations. Et ces mutations, donc, encore une fois, ont été trouvées avec une grande fréquence dans les syndromes myélodysplasiques, donc un état pré-leucémique chez l'homme. Et dans ces cas-là, on a découvert au moins trois facteurs d'épissage qui peuvent être mutés. Et vous voyez que de manière attendue, ces mutations sont mutuellement exclusives, ce qui veut dire que c'est vraiment la fonction de l'épissage qui doit être perdue à travers la mutation d'une quelconque de ces protéines. Et on commence à comprendre maintenant, on est au b.a.-ba de la compréhension des effets de ces facteurs de mutation de ces facteurs d'épissage, et il semblerait que ceci conduise en fait à la dégradation augmentée d'un certain nombre de messagers qui sont épicés de manière anormale, et donc ceci va conduire de facto à une haploinsuffisance, à une insuffisance de production protéique pour certains régulateurs clés de la différenciation cellulaire. Alors, donc l'épissage et ces anomalies vont conduire à la diversité des protéines. La traduction est quelque chose qui est aussi important. Et on a parlé tout à l'heure de la voie AKT, donc régulation fondamentale de la croissance cellulaire. Donc cette kinase AKT va contribuer à une cascade de phosphorylation sur des protéines impliquées dans la reconnaissance de la coiffe des ARN messagers, donc de la traduction, ou dans des protéines de ribosomes comme S6, qui peut être phosphorylée par cette cascade, et ceci va conduire à l'augmentation de certaines synthèses protéiques. Et vous voyez ici sur des tissus histologiques, vous voyez l'expression, l'activation d'AKT qui est traduite par la phosphorylation de S6. Et vous voyez que dans la peau normale, il y a relativement peu de S6 activé. Et quand on passe dans des lésions précancéreuses, on va avoir une augmentation massive de cette phosphorylation de cette protéine qui va donc conduire à l'augmentation des synthèses protéiques. Dernière chose, et pour être complet, les protéines, il ne suffit pas seulement de faire de l'ARN messager, il ne suffit pas seulement de faire la protéine. La dégradation de cette protéine va être aussi régulée. Et on sait là aussi qu'il existe un certain nombre d'enzymes, comme celle-ci, FBW7, qui vont être impliquées dans l'induction de l'instabilité d'un certain nombre de protéines régulatrices essentielles. On a déjà parlé de certaines d'entre elles, on a déjà parlé de MYC, dont le niveau cellulaire doit être réglé de manière extrêmement fine pour permettre la croissance, mais inversement, il suffit qu'il y en ait 2 fois trop pour qu'on induise déjà des développements de tumeurs d'état précancéreux. On a parlé également de Jun, on a parlé de Notch. Et donc vous voyez que cette protéine va permettre la régulation de la stabilité de ces différentes protéines. Et bien cette protéine est très souvent perdue dans certaines formes de leucémie. Vous voyez ici le résultat d'une analyse en CGH à très haut débit. Et vous voyez qu'il y a une délétion tout à fait spécifique de ce gène dans les leucémies.
Et puis inversement, on connaît aussi des gènes qui peuvent être amplifiés. Prototype du gène qui peut être amplifié dans les cancers, c'est le gène MDM2 dont on reparlera extensivement dans le prochain cours, qui est un régulateur de la voie P53, qui va être en fait permettre d'induire une instabilité de P53 à travers la conjugaison de l'ubiquitine et l'adressage vers le protéasome. Et donc, MDM2, du fait de cette régulation de la fonction, régulation négative de la fonction de P53, est potentiellement un oncogène. Et comme vous le voyez ici, encore une fois, sur cette analyse en CGH, on va avoir une amplification focale de MDM2. Et ça, c'est observé avec une assez grande fréquence dans les sarcomes, où on va avoir ces amplifications focales de MDM2 qui conduisent à la dérégulation de la voie P53 et à d'autres. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur les généralités sur la régulation de l'expression des protéines à travers en particulier le contrôle de la transcription. Et donc dans le cours précédent, nous allons voir des applications maintenant à une protéine extrêmement importante dont on a déjà parlé, qui est P53, donc une protéine qui est presque ciblée dans la totalité des cancers, et on verra qu'elle va être ciblée avec une extraordinaire variété de mécanismes, et qu'on commence à comprendre maintenant comment chacune de ces anomalies va contribuer au développement des tumeurs. Voilà, merci beaucoup, et donc on se retrouve lundi prochain pour le cours suivant.